Ma mère m'a humiliée, tu n'es qu'une banque, pas une fille. J'ai levé mon verre, parfait. Alors ne m'être demandé plus d'argent. Son sourire s'est figé. Papa était livide. La salle est devenue silencieuse. Mortellement silencieuse. Je m'appelle Rosen. J'ai 32 ans et, pour la majeure partie de mon existence, je n'ai pas été une fille, ni une sœur, ni même une confidente. J'ai été le contact d'urgence, la comptable non rémunérée et l'absorbeur de chocs émotionnels d'une famille qui me voyait moins comme un être humain que comme une police d'assurance vivante. Si ma mère devait me résumer en un mot, ce serait « responsable ». Si je devais résumer ma famille en un mot, ce serait « coûteuse ». Mais avant de vous raconter ce dîner fatidique qui a fait exploser ma vie en 1000 morceaux pour le meilleur, j'aimerais savoir qui m'écoute ce soir. Dites-moi depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. Je lis absolument tous les commentaires et j'adore voir notre communauté grandir à travers le monde. Revenons à ce mardi soir pluvieux à Vannes, en Bretagne. Le vent de l'Atlantique fouettait les vitres de mon bureau au port de commerce. Je travaille comme responsable de la chaîne logistique pour une grande entreprise d'exportation de fruits de mer. Des conteneurs, des délais, des douanes, des crises à gérer à 4 heures du matin. C'est un métier dur, brut, qui sent le sel et l'effort. Très loin de l'univers parfumé et factice dans lequel ma famille aime prétendre vivre. Mon téléphone a vibré sur le bureau en chaîne. C'était un message de ma mère, Ghislaine. Pas de « bonjour ma chérie », pas de « comment vas-tu ?» Juste une impérative logistique, n'oublie pas de virer les 1500 € pour la caution du restaurant avant midi. Solène veut qu'on ajoute du champagne millésimé. J'ai soupiré, un son lourd qui semblait venir du fond de mes poumons. Solène. Ma sœur aînée de 35 ans. L'enfant doré. Celle qui avait toujours été plus jolie, plus sociable, plus brillante, selon les critères superficiels de mes parents. Solène, qui avait divorcé il y a 3 ans et était revenue vivre chez eux, traînant sa mélancolie et ses prétentions dans leur pavillon de banlieue. Je me souviens encore du jour de son divorce. Qui avait payé les 8 000 € d'honoraires de son avocat spécialisé? Moi. Parce que mes parents, Hervé et Ghislaine, m'avaient prise à part dans la cuisine, les larmes aux yeux. Ta sœur traverse un enfer, Rosen. Nous sommes un peu justes ce mois-ci avec la retraite. Tu es la seule à avoir une situation stable. C'est un prêt, bien sûr. Un prêt. Le mot le plus galvaudé du vocabulaire familial. Je n'ai jamais revu cet argent. Tout comme je n'ai jamais revu les milliers d'euros versés pour les « études » de Mathis, mon petit frère de 24 ans, l'éternel étudiant qui changeait de fac comme de chemise, persuadé d'être un génie incompris que le système scolaire ne savait pas apprécier. J'étais le pilier. La fondation en béton armé sur laquelle ils avaient construit leur château de cartes. J'ai grandi avec l'idée toxique que l'amour s'achetait. Que si je résolvais suffisamment de problèmes, si je signais suffisamment de chèques, si j'étais assez utile, ils finiraient par me regarder avec la même adoration qu'ils avaient pour Solène ou Mathis. J'avais tort. Tragiquement tort. Ce soir-là, c'était le 35e anniversaire de mariage de mes parents. Une date sacrée. Ils avaient exigé que cela se passe, la Citadelle, le restaurant le plus prétentieux de la région, un endroit où les serveurs vous regardent de haut si vos chaussures ne sont pas cirées et où l'eau minérale coûte plus cher que du vin de table. J'ai effectué le virement pour la caution. Mon doigt a plané sur le bouton « Confirmer » de l'application bancaire. Une hésitation. Une prémonition, peut-être? Non, juste l'habitude. L'habitude de s'effacer, de payer, de se taire. J'ai appuyé. Paiement effectué. Je ne savais pas encore que ce serait le dernier. Je ne savais pas qu'en entrant dans ce restaurant quelques heures plus tard, je n'allais pas seulement célébrer un anniversaire, j'allais assister à mes propres funérailles sociales. Et surtout, je ne savais pas que le rôle de « la bonne poire » allait être vacant avant le dessert. Mais pourquoi ai-je accepté ce rôle si longtemps? Peut-être parce que l'espoir est une drogue dure. L'espoir qu'un jour, maman me dirait « Je suis fière de toi », sans ajouter « pour avoir réglé cette facture ». Je me suis levée, j'ai enfilé mon trench coat beige, et je suis sortie dans la bruine bretonne.
La nuit allait être longue. Mais je n'avais aucune idée à quel point elle serait glaciale. La salle privée du restaurant, la Citadelle, avait été conçue pour que les clients se sentent importants, mais elle réussissait surtout à les faire se sentir étouffés. Des murs tendus de velours cramoisi, des lustres en cristal trop bas, et une odeur persistante de cire à bois et de lys, ces fleurs d'enterrement que ma mère adorait. Je suis arrivée 20 minutes en avance. C'était ma routine. Arriver tôt pour vérifier que les plans de table étaient respectés, que les fleurs étaient fraîches, et surtout, pour régler le solde de la facture avant que le spectacle ne commence. 1200 € supplémentaires. Le maître d'hôtel, un homme mince aux cheveux gominés, m'a tendu le terminal de carte bancaire avec un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Il connaissait ma famille. Dans une petite ville comme Vannes, les réputations circulent vite. Il savait probablement que les Le Guen aimaient le luxe mais détestaient l'addition. Madame désire-t-elle le reçu, a-t-il demandé d'une voix onctueuse. Oui, s'il vous plaît. Et mettez-le dans une enveloppe discrète, ai-je répondu avec le même détachement mécanique que j'utilisais pour valider un bon de livraison de maquereaux. Il n'y avait aucune joie dans cette transaction. Seulement la satisfaction terne d'une tâche accomplie. J'ai rangé ma carte Gold, celle-là même qui finançait les caprices de 3 adultes, et je me suis assise à ma place, au bout de la table, près de la porte. La place stratégique du serviteur, prête à se lever pour appeler le serveur ou gérer un problème. Quand ma famille est arrivée, ils ont fait une entrée digne d'une production théâtrale de mauvais goût. Un ouragan de rires forcés et d'effluves de parfums capiteux. Solène est entrée la première. Elle portait une robe de cocktail émeraude qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Une robe que j'avais vue sur le relevé de ma carte de crédit supplémentaire le mois dernier sous l'intitulé « Frais d'hiver ». Elle avait l'air éblouissante, je dois l'admettre. Mais son visage, dès qu'il s'est posé sur moi, s'est tordu en une moue critique. « Oh, Rosen » a-t-elle soupiré en m'embrassant l'air, prenant soin de ne pas toucher ma joue. « Tu as encore mis ce tailleur gris ? C'est une fête, pas une réunion syndicale. Tu fais tellement, rigide. C'est pour ça que tu es toujours célibataire à 32 ans, tu sais. Les hommes aiment la douceur. » J'ai encaissé la pique sans ciller. C'était le tarif habituel. Derrière elle, Mathis traînait les pieds. À 24 ans, il cultivait un look d'artiste torturé, cheveux en bataille, chemise froissée ouverte sur un t-shirt, et une attitude de lassitude étudiée. « Salut Rosen » a-t-il grommelé en s'effondrant sur une chaise. « T'aurais pas 20 balles pour le voiturier ? J'ai pas de monnaie. » Sans un mot, j'ai sorti un billet de mon sac et je le lui ai tendu. Il l'a pris sans un merci, comme si j'étais un distributeur automatique doué de parole. Et puis, il y a eu mes parents. Angela, pardon, Ghislaine. Elle n'entrait pas dans une pièce, elle l'annexait. Elle portait ses perles, celles que j'avais fait remonter l'année dernière, et tenait le bras de mon père, Hervé, comme s'il était un accessoire de mode. Mon père m'a fait un petit signe de tête furtif, presque coupable, avant de se laisser guider vers la tête de table. « Le vin est-il choisi ?» a demandé ma mère en s'asseyant, sans même me dire bonjour. Elle a lissé sa jupe et a scanné la table avec un œil d'aigle. « Pas encore, maman. J'attendais que vous. » « Oh, Rosen, toujours à attendre les instructions, m'a-t-elle coupé en riant doucement. « Solène, ma chérie, choisis le vin. Tu as tellement meilleur goût. » Rosen ne connaît que le cidre et l'eau du robinet. Solène a gloussé, ravie de cette petite victoire, et s'est emparée de la carte des vins comme si c'était le Saint Graal. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Pas de tristesse. Pas encore. Juste une lourdeur familière, comme si je portais un manteau de plomb. Je les regardais s'installer, rire, commander des entrées hors de prix. Je payais pour ma propre humiliation. J'étais l'architecte de ma propre misère. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. L'atmosphère était chargée d'électricité statique. Je voyais les regards complices entre ma mère et Solène. Je voyais mon père éviter mon regard. Il cachait quelque chose. Je pensais que c'était juste une autre demande d'argent, un autre prêt pour un projet farfelu. Je ne savais pas que le piège s'était déjà refermé sur moi bien avant que je n'entre dans cette pièce.
Pendant l'heure qui a suivi, j'ai mangé mon tartare de Saint-Jacques dans un silence presque religieux, tandis qu'autour de moi, ma famille construisait sa réalité alternative. C'est fascinant, quand on y pense, la capacité de l'être humain à nier l'évidence quand quelqu'un d'autre paie les factures. Solène monopolisait la conversation. Elle venait de se lancer dans une nouvelle entreprise, le coaching de violistique sur Instagram. C'est une question de vibration, maman, expliquait-elle en agitant sa fourchette, ses faux ongles cliquetant contre le cristal. Je sens que je vais percer. J'ai déjà 300 abonnés. Les marques vont bientôt me contacter pour des partenariats. J'aurai juste besoin d'un petit capital pour acheter du matériel d'éclairage professionnel. Elle a lancé un regard en biais vers moi. Je n'ai pas relevé la tête de mon assiette. J'avais déjà financé sa phase créatrice de bijoux, sa phase importatrice de thé bio et sa phase agent immobilier. Toutes s'étaient soldées par des dettes que j'avais épongées. C'est merveilleux, ma chérie, s'est exclamée ma mère, les yeux brillants. Tu as toujours eu ce don pour inspirer les gens. N'est-ce pas, Hervé? Mon père a hoché la tête, la bouche pleine de foie gras. Oui, oui. Très bien. Puis ce fut au tour de Mathis. Il expliquait pourquoi il avait arrêté ses cours de droit après 3 mois. Les profs sont des dinosaures. Ils ne comprennent pas la vision moderne de la justice. Je pense me réorienter vers le design graphique. J'ai besoin d'un Mac plus puissant, par contre. Le mien rame trop pour les logiciels de 3D. C'est important d'avoir les bons outils, a approuvé ma mère gravement. On ne peut pas brider le talent avec du matériel médiocre. J'ai senti une vague de chaleur monter le long de mon cou. J'ai posé mes couverts. Le bruit a résonné un peu trop fort. J'ai été promue la semaine dernière, ai-je dit. Ma voix était un peu rauque, faute d'avoir servi. Le silence est tombé sur la table pendant 2 secondes. Ah bon, a dit Solène, l'air vaguement ennuyé. Oui. Je suis passée directrice des opérations export. Je gère une équipe de 50 personnes et un budget de plusieurs millions. On a signé un contrat majeur avec le Japon pour les huîtres de Noël. Je cherchais une étincelle. Un bravo. Un sourire fier. Ma mère a soupiré en posant sa serviette sur ses lèvres. Oh, Rosen. S'il te plaît. On est en train de dîner. Ne nous parle pas de tes conteneurs frigorifiques et de tes histoires de marée. Ça sent la poissonnerie. On est à la citadelle, un peu de tenue. Laisse Solène finir son histoire sur les énergies cosmiques. C'était une gifle. Une gifle donnée avec un gant de velours, mais qui brûlait tout autant. Mon travail, celui qui payait ce repas, ce vin, les vêtements sur leur dos, était sale. Il était indigne de leur conversation élevée sur des fantasmes qui ne rapportaient pas un centime. J'ai regardé mon père. Papa? Il a fixé son verre de Bordeaux. Écoute ta mère, Rosen. Ne gâche pas l'ambiance. C'est leur anniversaire. Ne gâche pas l'ambiance. C'était ma fonction. Être l'infrastructure invisible. Les tuyaux dans les murs qui apportent l'eau, mais qu'on ne veut surtout pas voir parce que c'est laid. J'ai réalisé à cet instant précis, en mastiquant une bouchée qui avait soudain le goût de la cendre, que ce n'était pas de la simple favoritisme. C'était une hiérarchie. Dans leur esprit, Solène et Mathis étaient les rois, des êtres de lumière destinés à être servis. Mes parents étaient les gardiens du temple. Et moi? J'étais le serf. La bête de somme. Ma réussite ne les rendait pas fiers, elle les mettait mal à l'aise. Parce que chaque euro que je gagnais par mon travail soulignait leur incompétence et leur paresse. Je dois vous poser la question, si vous étiez à ma place, à ce moment précis, auriez-vous renversé la table? Auriez-vous crié? Ou auriez-vous fait comme moi, attendu le moment parfait pour frapper? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait. La colère est une chose chaude. Elle brûle, elle explose, elle fait du bruit. Mais ce que je ressentais n'était pas de la colère. C'était quelque chose de froid. De glaciaire. C'était le zéro absolu. Je sentais mon cœur ralentir, mes émotions se figer. Je devenais exactement ce qu'il me reprochait d'être, calculatrice. Le serveur est arrivé pour débarrasser.
On passe au champagne pour les toasts, a demandé ma mère, rayonnante. Bien sûr, ai-je dit. Et pour la première fois de la soirée, j'ai souri. Un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Apportez le meilleur. Le champagne pétillait dans les flûtes en cristal. La lumière des chandeliers se reflétait dans les bulles dorées, créant une illusion de fête parfaite. Mais l'air était devenu lourd, chargé d'une tension que j'étais la seule à ne pas encore comprendre totalement. Mon père s'est levé le premier, un peu rouge, bredouillant quelques banalités sur 35 ans de patience et le bonheur d'avoir une famille unie. C'était pathétique, mais inoffensif. Il s'est rassis rapidement, comme soulagé d'avoir fini sa corvée. Puis, ma mère s'est levée. Elle a tapoté son verre avec une cuillère en argent. Dling, dling, dling. Le son a coupé les conversations des tables voisines. Elle adorait avoir un public. À mes enfants, a-t-elle commencé, sa voix tremblante d'une émotion théâtrale parfaitement maîtrisée. Elle a tourné son regard vers Solène. À Solène, ma beauté, ma confidente. Tu es l'âme sensible de cette famille. Ta résilience après ton divorce est une leçon pour nous tous. Solène a essuyé une larme imaginaire, prenant la pose pour une photo mentale. À Mathis, a continué ma mère. Mon petit prince. Ton intelligence et ta quête de sens nous inspirent. Tu es l'avenir. Mathis a levé son verre avec un sourire suffisant, se carrant dans sa chaise. Puis, le regard de ma mère s'est posé sur moi. Le sourire chaleureux a disparu instantanément, remplacé par une expression que je n'avais vue que lorsqu'elle regardait une tache sur son tapis persan. Un mélange d'agacement et de pitié dédaigneuse. Et Rosen ? A-t-elle dit, sa voix changeant de registre, devenant plus sèche, plus tranchante. Elle parlait assez fort pour que les deux serveurs près du buffet entendent. Merci d'avoir géré la logistique ce soir. C'est ta force, n'est-ce pas? L'organisation. L'argent. Elle a fait une pause dramatique. C'est dommage que tu sois devenu si transactionnel. Tu penses que l'amour se trouve dans un virement bancaire. Tu es froide, Rosen. Tu n'as pas la chaleur de ta sœur ni la passion de ton frère. Elle a pris une inspiration, et là, elle a lâché la bombe. Au fond, c'est comme si tu ne faisais même pas partie de cette famille. Tu es juste notre banquière. Mais on t'aime quand même, malgré ta nature, calculatrice. Le temps s'est arrêté. Solène a étouffé un petit rire cruel derrière sa main. Mathis a ricané bêtement. Mon père a regardé sa nappe. Moi? Je n'ai pas bougé. Les mots résonnaient dans ma tête. Tu ne fais même pas partie de cette famille. C'était la vérité. Elle venait de le dire. Elle venait de me libérer. Je n'ai pas senti de larmes. J'ai senti un clic. Comme le bruit d'un disjoncteur qui saute pour protéger le système d'une surtension fatale. Le contrat moral que j'avais signé à ma naissance venait d'être rompu unilatéralement par la partie adverse. J'ai posé mon verre. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. J'ai fait quelque chose de bien pire. J'ai sorti mon téléphone. Tu as raison, maman, ai-je dit. Ma voix était calme. Terrifiante de calme. Je suis très transactionnelle. Et puisque je ne fais pas partie de la famille, il n'y a aucune raison pour que je finance cette famille. Sous leurs regards interloqués, j'ai ouvert mon application bancaire. Face ID, connexion. Le monde autour de moi est devenu flou, seul l'écran était net. Virement permanent, loyer par an, 1200 € mois, supprimé. Confirmé. Carte bancaire secondaire, Solène, plafond 2000 €, bloquer la carte. Motif, volé. Confirmé. Virement permanent, allocation Mathis, 600 € mois, supprimé. Confirmé. Assurance habitation maison familiale, résiliée à l'échéance. Confirmé. Cela a pris exactement 45 secondes. 45 secondes pour démanteler l'infrastructure financière que j'avais mis 10 ans à construire pour eux. J'ai relevé la tête. Ma mère avait toujours son verre en l'air, mais son sourire commençait à vaciller, comme un masque de cire qui fond. Qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone? C'est impoli,
a sifflé Solène. J'ai ignoré ma sœur. J'ai levé la main et claqué des doigts pour appeler le maître d'hôtel. Il est arrivé immédiatement. Oui, mademoiselle? L'addition, s'il vous plaît. Apportez-la à table. Maintenant. Mais, elle est déjà réglée, non, a demandé ma mère, une note de panique perçant dans sa voix. Le maître d'hôtel a posé la pochette en cuir noir au centre de la table. Je l'ai ouverte. J'ai sorti mon stylo. J'ai entouré le montant de mon menu, une entrée, un plat, 2 verres de vin. 85 €. J'ai sorti un billet de 100 € et je l'ai posé sur le cuir. Ça, c'est pour ma part, ai-je dit en me levant. J'ai lissé mon tailleur gris, ce tailleur rigide qu'il détestait tant. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Parfait. Tu as dit que je n'étais qu'une banquière. Eh bien, la banque vient de fermer. Ne me demandez plus jamais un centime. Rosen, assieds-toi. Tu nous fais honte, a éructé mon père, trouvant enfin sa voix. Non, papa. C'est vous qui devriez avoir honte. Bon anniversaire. Payez votre propre fête. Je me suis retournée. Solène avait la bouche ouverte, une carpe en robe émeraude. Mathis avait l'air d'un enfant qui vient de lâcher son ballon. J'ai marché vers la sortie. Chaque pas était plus léger que le précédent. Je laissais derrière moi une facture de 1400 € impayée et 3 parasites en état de choc. Je suis sortie dans la nuit fraîche de Vannes. J'ai pris une grande inspiration. L'air n'avait jamais été aussi pur. Mais je ne savais pas encore que la guerre ne faisait que commencer. Il n'allait pas se laisser sevrer aussi facilement. Le trajet retour vers mon appartement a été un flou de lumière jaune et de silence. Mes mains ne tremblaient pas sur le volant. C'était étrange. Je m'attendais à m'effondrer, à pleurer, à hurler. Mais il n'y avait que ce vide sidéral, propre et net. À peine avais-je franchi le seuil de mon entrée que mon téléphone a commencé sa danse macabre sur la console. BZZZZ, BZZZZ, BZZZZ. Premier message, Solène, message vocal, tu es une grande malade. Le serveur vient de refuser la carte de papa. On a l'air de quoi? Reviens tout de suite payer ou je te jure que je te pourris la vie. Ma carte ne marche plus non plus au bar. C'est quoi ton problème, espèce de frigide hystérique? Deuxième message, papa, ta mère est en train de faire un malaise. Les pompiers vont peut-être venir. Si quelque chose lui arrive, ce sera sur ta conscience. Tu as détruit notre famille pour une histoire d'argent. Je suis dégoûté. C'était une symphonie de manipulation. Le malaise de ma mère. Le grand classique. Acte 3, scène 4. Dès qu'elle perdait le contrôle, son corps lâchait. C'était son arme nucléaire. Avant, j'aurais fait demi-tour, paniquée, pleine de culpabilité. Ce soir, j'ai posé mon téléphone face contre table. Je me suis servi un verre d'eau. Je me suis assise devant mon ordinateur personnel. Si je n'étais pas de la famille, alors je n'avais plus à gérer les affaires de la famille. Mais je devais me protéger. Ils allaient contre-attaquer. Et leur terrain de jeu favori n'était pas la réalité, c'était l'image publique. J'ai ouvert Facebook. Et c'était là. Le post de ma mère, publié il y a 10 minutes à peine, entre deux malaises, sans doute. Une photo noire, avec un texte en lettres blanches, il n'y a pas de douleur plus vive que l'ingratitude d'un enfant. On sacrifie tout pour eux, et le jour où l'argent leur monte à la tête, ils vous jettent comme des déchets. Prière pour ma fille Rosen qui a perdu son chemin et son cœur. Hashtag mère brisée ds famille traître. Les commentaires affluaient déjà. Les tantes, les voisines, les amis de la paroisse. Oh ma pauvre Ghislaine, courage. L'argent pourrit les gens, c'est bien connu. Honteux de traiter ses parents ainsi après tout ce qu'ils ont fait. Il contrôlait la narration. Il peignait le tableau d'une fille avare et cruelle abandonnant ses vieux parents. J'ai eu envie de répondre. De poster les reçus. De montrer les virements de 30 000 €. De parler des dettes de jeu de papa et des délires de Solène. Mais je me suis retenue. Non. Ne pas descendre dans la boue.
On ne se bat pas contre des cochons dans la boue, on finit sale et le cochon aime ça. J'ai fermé l'onglet Facebook. J'ai ouvert Excel. J'ai créé une nouvelle feuille de calcul que j'ai nommée « Opération sécateur ». J'ai listé tout ce qui me liait encore à eux juridiquement. Contrat EDF, GDF de leur maison, à mon nom car ils étaient fichés pour impayés il y a 5 ans. Ligne Internet et forfait mobile de Matisse et Solène. Compte joint pour les urgences, qu'ils utilisaient pour l'épicerie fine. J'ai commencé à rédiger les courriers recommandés de résiliation. J'étais calme. Méthodique. J'étais la directrice des opérations. Je traitais un dossier toxique. J'ai envoyé les demandes de coupure pour la fin du mois en cours. Ils auraient 15 jours pour reprendre les contrats à leur nom. S'ils en étaient capables. Il restait un dernier point. Le plus gros. La maison. La maison familiale, ce pavillon à Vannes qu'ils appelaient leur héritage. Mais dont je payais le crédit immobilier depuis que la petite entreprise de mon père avait fait faillite il y a 7 ans. Le prêt était au nom de mon père, mais le prélèvement se faisait sur un compte où je versais l'argent chaque mois. J'allais couper ce virement aussi. Mais je devais être sûr de ne pas être poursuivi. J'ai décidé d'appeler Maître Le Gall, un ami de fac devenu notaire, dès la première heure le lendemain. Je me suis couché à 2 heures du matin. Le téléphone vibrait toujours. Mais pour la première fois depuis des années, le silence dans ma tête était total. 2 jours plus tard, j'étais assise dans le bureau feutré de Maître Le Gall, au centre de Vannes. Armel Le Gall était un homme précis, sec, qui ne souriait que lorsqu'il trouvait une faille fiscale intéressante. « Rosen », a-t-il dit en posant un dossier épais sur son bureau en acajou. « Tu m'as demandé de vérifier ton exposition financière par rapport à tes parents. J'ai fait une recherche hypothécaire standard au service de la publicité foncière. » Il a marqué une pause. Il a retiré ses lunettes et les a essuyées lentement. Ce geste m'a glacé le sang. « Il y a un problème, ai-je demandé. Pas un problème. Une curiosité. Il a glissé une feuille vers moi. Regarde la date. C'était un acte notarié. Une copie authentique. Acte de donation-partage. Date, 14 octobre. 2 semaines avant le dîner d'anniversaire. Donateur, Monsieur Hervé Le Guen et Madame Ghislaine Le Guen. Donataire, Madame Solène Le Guen et Tagem, Matisse Le Guen. J'ai lu le document 3 fois. Les mots dansaient devant mes yeux. Ils ont donné la maison, ai-je murmuré. Oui, a confirmé Armel. Ils ont transféré la nue propriété de la maison à ta sœur et ton frère. Tes parents en gardent l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'y habiter. Mais juridiquement, la maison appartient désormais à Solène et Matisse. J'ai senti un coup de poignard dans le ventre. Ce n'était pas de la jalousie. Je ne voulais pas de cette maison maudite. C'était la trahison. Attends, Armel. Il reste 300 000 € de crédit sur cette maison. Le prêt est au nom de mon père. C'est moi qui paie les mensualités. Armel a hoché la tête, un sourire cynique aux lèvres. C'est là que c'est machiavélique, Rosen. Ils ont donné l'actif, la maison, à tes frères et sœurs, mais ils ont gardé le passif, la dette, sur la tête de ton père, en sachant pertinemment que c'est toi qui paies. J'ai compris. Tout s'est éclairé d'une lumière crue et violente. Le dîner. Les flatteries. L'insistance pour que je reste là, comptable. Leur plan était simple, me laisser rembourser pendant encore 15 ans le crédit d'une maison qui ne m'appartiendrait jamais. Je payais les murs dans lesquels Solène et Matisse allaient vivre gratuitement une fois mes parents partis. J'étais la vache à lait qu'on traite jusqu'à la mort pendant que les veaux boivent la crème. Ils m'ont volé, ai-je dit. Ma voix était blanche. Moralement? Oui. Légalement? Ils ont le droit de disposer de leurs biens. Mais... Armel a levé un doigt, et son œil a frisé. Ils ont commis une erreur fatale. Une erreur d'amateur. Laquelle? La clause de déchéance du terme. La plupart des contrats de prêt immobilier contiennent une clause qui interdit de transférer la propriété du bien sans l'accord de la banque. Si la banque découvre que la maison a changé de propriétaire,
elle peut exiger le remboursement immédiat de la totalité du capital restant dû. J'ai regardé Armel. J'ai regardé le document. Ils n'ont pas prévenu la banque, n'est-ce pas? Bien sûr que non, a ricané Armel. Sinon la banque aurait refusé, car Solène et Mathis sont insolvables. Ils ont fait ça en douce, espérant que tant que tes mensualités, tombaient, la banque ne regarderait pas. Je me suis adossée à mon fauteuil. La colère avait disparu. Elle avait laissé place à une compréhension stratégique froide. J'avais une arme nucléaire entre les mains. Qu'est-ce que je dois faire, ai-je demandé. Si tu arrêtes de payer, la banque va s'intéresser au dossier. Quand ils verront l'impayé, ils lanceront une procédure. Et quand ils vérifieront le titre de propriété. Boum. J'ai souri. Pour la première fois depuis des jours, j'ai souri sincèrement. Ne dis rien à la banque, Armel. Pas encore. Laisse le système faire son travail. Je suis sortie du bureau. Il pleuvait toujours sur Vannes, mais je ne sentais pas les gouttes. Je tenais la preuve de leur cupidité dans mon sac à main. Ils voulaient jouer au Monopoly avec ma vie? Très bien. Mais ils avaient oublié que c'est moi qui tenais la banque. Les 3 semaines qui ont suivi ont été une étude fascinante de la psychologie humaine en temps de crise. De mon côté, le silence radio. J'avais bloqué leur numéro sur mon téléphone personnel. J'avais mis en place un filtre sur mes emails pour rediriger tout ce qui venait d'eux vers un dossier nommé « déchets toxiques ». Mais je savais ce qui se passait. Les échos me parvenaient. J'ai croisé une tante au supermarché. Elle m'a regardé comme si j'avais la peste bubonique. Ta mère est dévastée, Rosen. Comment peux-tu les laisser sans Internet? Mathis ne peut même plus étudier. Mathis peut aller à la bibliothèque, tata. C'est gratuit, ai-je répondu en choisissant mes avocats. J'ai appris par un collègue que Solène essayait de vendre ses sacs à main de luxe sur Vinted. Apparemment, sa carrière d'influenceuse avait du mal à décoller sans ma carte de crédit pour acheter des « followers ». Mais le vrai compte à rebours, c'était le crédit immobilier. Le 5 du mois est arrivé. La date du prélèvement. Mon virement automatique vers le compte de mon père n'a pas eu lieu. Le prélèvement de la banque sur le compte de mon père a été rejeté. Provision insuffisante. Je savais exactement ce qui se passait dans les algorithmes de la banque. J+1, relance automatique par SMS. J+5, lettre simple de rappel. J+15, mise en demeure. Je vivais ma vie. Je travaillais. Je dormais mieux. J'ai même commencé à regarder des destinations de voyage. La Grèce. J'avais toujours voulu voir les Cyclades. Avec l'argent que je ne donnais plus à ma famille, je pouvais me payer un mois entier à Santorin dans un hôtel 5 étoiles. Et puis, c'est arrivé. Le fameux courrier de la banque. Pas une simple lettre de relance. J'ai su qu'elle était arrivée non pas parce que je l'ai reçue, mais parce que l'onde de choc a traversé la ville. Armel m'avait prévenu. La banque, voyant l'impayé, avait fait une vérification de routine. Ils avaient découvert la donation-partage. Ils avaient découvert que M. Hervé Le Guen n'était plus propriétaire du bien qui garantissait son prêt. La réaction bancaire est brutale dans ces cas-là. C'est la déchéance du terme. Je suis restée silencieuse. J'ai laissé faire. Certains diront que c'est cruel. D'autres diront que c'est juste. Qu'en pensez-vous? Un mardi soir, alors que je lisais tranquillement sur mon canapé beige, mon interphone a sonné. Pas une fois. 10 fois. En continu. J'ai regardé le moniteur vidéo. Ils étaient là. Tous les 4. Mon père, gris comme la cendre. Ma mère, les yeux rouges, sans maquillage, un événement historique. Solène, qui avait l'air d'avoir dormi dans sa voiture. Et Mathis, qui regardait ses chaussures. J'aurais pu ne pas répondre. J'aurais pu appeler la police. Mais je voulais voir. Je voulais voir la fin de la pièce de théâtre. J'ai appuyé sur le bouton. Monter. Je n'ai pas déverrouillé la porte de mon appartement tout de suite. J'ai attendu qu'il soit dans le couloir. J'ai ouvert la porte,
Mais je suis resté dans l'encadrement, tel un gardien de prison. Qu'est-ce que vous voulez? Ils avaient l'air de réfugiés d'un style de vie qu'ils ne pouvaient plus s'offrir. Tu veux nous tuer? A hurlé Solène. Sa voix a craqué. Elle n'avait plus rien de la diva du restaurant. La banque? La banque veut tout. Le couloir de mon immeuble était silencieux, amplifiant les cris hystériques de ma sœur. Une voisine a entrouvert sa porte, curieuse. Je l'ai ignorée. Toute mon attention était focalisée sur le quatuor pathétique devant moi. Ma mère s'est jetée en avant, tentant de m'attraper les mains. J'ai reculé d'un pas, vivement. Rosen, ma fille? C'est un malentendu terrible. La banque nous a envoyé un huissier. Ils réclament 300 000 euros. Immédiatement. Ils disent qu'ils vont saisir la maison. C'est la maison de ton enfance. Elle pleurait. De vraies larmes, cette fois. Les larmes de la terreur pure. Ils disent qu'on a violé le contrat, a bredouillé mon père. Il tremblait. Ils disent qu'on n'avait pas le droit de bouger le titre de propriété. Amaury, pardon, Mathis, je confonds parfois leur inutilité, a relevé la tête, agressif. C'est de ta faute. Si tu avais payé la mensualité comme d'habitude, ils n'auraient jamais vérifié. Tu as arrêté de payer exprès pour nous piéger. J'ai regardé mon petit frère. Il portait des baskets à 200 € que j'avais payées à Noël dernier. Donc, résumons, ai-je dit, ma voix calme et posée contrastant avec leur panique. Je suis coupable de ne pas avoir payé la dette d'une maison qui ne m'appartient pas. C'est la maison de la famille, a crié Solène. On s'en fout des papiers. Ah, les papiers. J'ai souri. Un sourire froid. Justement. Parlons des papiers. Je me suis tournée vers la petite console de mon entrée. J'avais préparé le dossier. Je savais qu'il viendrait. J'ai pris l'enveloppe Kraft que Maître Le Gall m'avait donnée. J'ai sorti la copie de l'acte de donation-partage. Le 14 octobre, ai-je lu à haute voix. Donation entre vifs. Donateurs, Hervé et Ghislaine. Donataires, Solène et Mathis. J'ai levé les yeux vers eux. Le silence est tombé, lourd comme une chape de plomb. Ma mère a cessé de pleurer. Elle s'est figée. Elle a compris que je savais. Vous pensiez que je ne le saurais jamais, ai-je demandé doucement. Vous pensiez que j'allais continuer à verser 1200 € par mois pendant 15 ans pour payer le patrimoine de Solène et Mathis? Vous m'avez prise pour une idiote. Mais le problème, c'est que l'idiote sait lire. Mon père a baissé la tête. La honte? Non, le regret d'avoir été pris. Je me suis tournée vers ma sœur et mon frère. Félicitations, au fait. Je ne vous l'ai pas dit à l'anniversaire. Félicitations pour votre nouvelle maison. Vous êtes propriétaire. C'est le rêve français, non? Solène me regardait avec haine, mais aussi avec une peur viscérale. On ne peut pas payer. Tu sais bien qu'on ne peut pas payer. Je n'ai pas de revenu fixe. Mathis est étudiant. C'est le problème des propriétaires, ai-je répondu sèchement. La propriété vient avec des responsabilités. La banque ne saisit pas la maison de papa et maman. Elle saisit votre maison. La dette suit l'actif. Si la maison est vendue aux enchères pour payer la dette, c'est votre héritage qui part en fumée. C'était le coup de grâce. Ils réalisaient enfin la mécanique du piège qu'ils s'étaient eux-mêmes tendus par cupidité. En voulant sécuriser l'héritage trop tôt et en secret, ils l'avaient exposé à une destruction totale. L'atmosphère dans le couloir était irrespirable. Ma mère a tenté une dernière manœuvre. La carte de la culpabilité affective. Elle a changé de visage, passant de la terreur à une douceur mielleuse et désespérée. Rosen, écoute. Oublie tout ça. On a fait une erreur. On voulait juste protéger l'avenir de ton frère et ta sœur qui sont plus fragiles que toi. Tu es forte, toi. Tu n'as besoin de personne. Eux, ils ont besoin d'aide. Elle a osé poser sa main sur mon bras. Sa main manicurée, avec cette bague en diamant que je connaissais par cœur. S'il te plaît. Paie les arriérés. Appelle la banque.
Dis-leur que tu te portes garante. On remettra ton nom sur le testament, je te le promets. On est une famille. Tu ne peux pas nous laisser couler. J'ai regardé sa main. J'ai senti la chaleur de sa peau. Pendant 32 ans, j'aurais tué pour ce contact, pour ce regard implorant qui me donnait enfin de l'importance. J'aurais vidé mon compte en banque pour sauver la famille. Mais je me suis souvenu de sa voix au restaurant. Tu ne fais même pas partie de cette famille. Je me suis souvenu du mépris. Des années à être traité comme une option, un plan B, un chéquier. J'ai retiré sa main de mon bras avec délicatesse, comme on enlève une sangsue. Maman, ai-je dit. Tu as dit une chose très vraie au restaurant. Tu as dit que j'étais transactionnelle. Elle a cligné des yeux, pleine d'espoir. Oui, oui, mais ce n'est pas grave, chérie. Si, c'est grave. Parce qu'une transaction doit être bénéfique aux deux parties. Et là, j'ai désigné le groupe misérable devant moi. L'investissement est à perte. Vous êtes un mauvais investissement. Je me suis redressée. J'ai toisé Solène qui pleurnichait en silence. Solène, tu voulais être une influenceuse? Voilà du contenu pour toi, comment j'ai perdu ma maison en 30 jours. Ça fera des vues. Mathis, bienvenue dans le monde des adultes. C'est dur, hein? Puis j'ai regardé mon père. Papa, tu as laissé faire. Tu as signé cet acte de donation en sachant que c'était mon argent qui payait. Tu es le plus coupable de tous. Rosen, je t'en supplie. A-t-il chuchoté. Non. C'est fini. Je ne suis pas votre sauveuse. Je ne suis pas votre banquière. Et comme maman l'a si bien dit, je ne suis pas de la famille. Je suis juste une étrangère que vous avez exploitée pendant trop longtemps. J'ai reculé dans mon appartement. Maintenant, partez. Avant que j'appelle la police pour harcèlement. Vous avez des cartons à faire, je crois. L'huissier ne va pas attendre. Tu vas brûler en enfer, a hurlé Solène, son visage déformé par la haine pure. Tu es un monstre. Peut-être, ai-je répondu. Mais je suis un monstre propriétaire de son appartement, sans dette, et libre. J'ai saisi la poignée de la porte. Je les ai regardés une dernière fois. J'ai voulu graver cette image dans ma mémoire, le moment précis où ils ont compris qu'ils n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. Adieu, ai-je dit. Et j'ai claqué la porte. J'ai tourné le verrou. Clac. Ce bruit sec, métallique, définitif. C'était le plus beau son que j'ai jamais entendu. C'était le son de mes chaînes qui tombaient. De l'autre côté, j'ai entendu des cris, des coups sourds contre le bois, puis des bruits de pas qui s'éloignaient. Je me suis adossé contre la porte et j'ai glissé jusqu'au sol. J'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de soulagement. Une purge immense. C'était fini. La chute de la maison Le Guen a été rapide et brutale, comme toujours avec les banques. Sans mon injection mensuelle de liquidité, et face à la violation flagrante du contrat de prêt, la banque n'a fait aucun cadeau. La maison a été saisie. Solène et Mathis, en tant que nouveaux propriétaires légaux, ont été entraînés dans la boue. Ils se sont retrouvés, interdits bancaires, fichés à la Banque de France. Fini les chéquiers, fini les crédits conso, fini les rêves de grandeur. La maison a été vendue aux enchères 6 mois plus tard. Elle est partie pour une bouchée de pain, à peine de quoi couvrir la dette et les frais de justice. Il n'est rien resté. Zéro héritage. Mes parents? Ils ont dû louer un petit et 2 rez-de-chaussée dans une banlieue grise de Vannes. C'est humide, les murs sont fins, et ils n'ont pas de chambre d'amis. Le plus ironique, c'est ce qui s'est passé ensuite. Une fois l'argent et la maison envolés, la belle unité familiale s'est désintégrée. Solène a cessé de visiter nos parents. Elle a accusé ma mère de l'avoir mise dans cette situation financière catastrophique. Elle est partie vivre chez un petit copain qu'elle méprise, juste pour avoir un toit. Mathis a dû prendre un job. Il est serveur dans un fast-food. Il paraît qu'il déteste ça. Il ne parle plus à mon père. Il s'est avéré que je n'étais pas le problème de cette famille. J'étais la colle. J'étais la gravité artificielle qui maintenait ensemble ces planètes toxiques.
Dès que je me suis retiré, ils ont dérivé dans le vide de leur propre égoïsme. Quant à moi, je vous écris ces lignes depuis une terrasse blanchie à la chaux, surplombant la mer Égée. Je suis à Paros, en Grèce. Le soleil me chauffe la peau, j'ai un verre d'ouzo glacé à côté de mon ordinateur, et je n'ai jamais été aussi sereine. Mon téléphone est posé sur la table. Il est silencieux. J'ai changé de numéro le lendemain de la confrontation. Seules quelques personnes l'ont. Mon compte en banque est sain. Mes soirées sont paisibles. Je réapprends à vivre pour moi. À dépenser mon argent pour des choses qui me font plaisir, sans culpabilité. J'ai longtemps cru que couper les ponts me tuerait. Je pensais que la solitude serait insupportable. Mais la vérité, c'est que la solitude est bien meilleure que la compagnie de gens qui vous drainent votre âme. J'ai perdu une famille, oui. Mais je me suis retrouvé moi-même. Et c'est un échange que je referai 1000 fois. Si vous écoutez cette histoire et que vous vous reconnaissez. Si vous êtes celui ou celle qui paie toujours, qui pardonne toujours, qui espère toujours qu'on vous aimera enfin pour qui vous êtes et pas pour ce que vous donnez. J'ai un message pour vous. Vous avez le droit de démissionner. Vous avez le droit de fermer la banque. Vous avez le droit d'être transactionnel, si la seule transaction qu'on vous propose est l'exploitation. Le sang ne fait pas la famille. L'amour, le respect et la réciprocité font la famille. Tout le reste, c'est juste de la biologie et des habitudes toxiques. C'est la fin de mon histoire. J'espère qu'elle vous a donné un peu de force. Si vous avez déjà dû licencier un membre de votre famille, ou si vous hésitez à le faire, partagez votre expérience dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires, et mettez un pouce bleu si vous pensez que j'ai pris la bonne décision. Prenez soin de vous, et surtout, protégez votre paix. Nous nous efforcerons de créer les vidéos les plus soignées possibles. Nous plaçons toujours notre public au premier plan, nos vidéos sont imprégnées de belles valeurs humaines et de leçons de vie profondes. Merci de nous soutenir en nous faisant part de vos retours.